Eh bien bonjour tout le monde, c'est Jérémien, j'espère que vous allez bien. Ah non, oh pardon, ouh, désolé, j'ai révélé mon identité secrète, autant pour moi. Alors attendez, juste avant de continuer, j'ai juste enlevé ça. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc bien le bonjour les clowns, là c'est réellement Jérémien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique geek, et c'est la critique geek que j'attendais énormément de la faire parce que comme vous avez pu le voir, je suis habillé, donc je vous le montre. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la critique geek de The Amazing Spider-Man 2, sorti en 2014 et réalisé par Mark Webb. Et là, je vais te le dire pendant toute la vidéo, mais pour parler de ce film-là, c'est mon film Spider-Man préféré. Voilà. Je sais qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord avec moi, d'autres qui vont être d'accord avec moi. Mais bon voilà, j'adore ce film-là, la preuve que j'ai acheté le costume parce que c'est pour rendre hommage au film, pourquoi j'adore ce film-là. Alors, je vais vous faire un petit résumé du film. Peter Parker a su trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie de super-héros de Spider-Man. Et il arrive aussi à trouver il trouve aussi son bonheur grâce à la relation d'amour qu'il a avec Gwen. Mais également, le problème c'est que les démons de son passé vont revenir le hanter puisqu'il va réavoir des visions du père de Gwen qui lui disait de rester loin de Gwen pour qu'elle soit en sécurité. Bien évidemment, Peter va respecter ce choix, il va reprendre ce choix, ce qui ne va pas plaire à Gwen, et donc du coup ils vont se séparer malheureusement. Bref, plus tard on apprendra que Spider-Man a sauvé un électricien d'Oscorp qui s'appelle Max Dillon, qui est un grand fan de Spider-Man, et qui rêverait de faire équipe avec lui et que ce soit son pote. Or, bien évidemment, il arrive un malheur sur Max Dillon, qui le transforme en Electro, qui devient un nouveau méchant pour Spider-Man. Mais également Harry Osborn qui fait son grand retour après quelques années d'absence pour ce qu'on nous raconte dans le film. Et on apprendra que Harry est malade et a besoin du sang de Spider-Man pour le guérir. Bien évidemment, ça va pas se passer du tout comme ça a été prévu. Et du coup, il va y avoir des conséquences. Donc voilà, donc est-ce que Peter va réussir à éliminer tout ce monde-là sans mettre ses proches en danger? Ça, c'est la question du film. Et pour ça, rien que il faut voir le film. Donc voilà à peu près pour le synopsis du film. Alors, pour parler du film, comme je l'ai dit, c'est mon film Spider-Man préféré. J'ai été le voir quand j'avais 13 ans, en 2014, quand il est sorti. J'avais ultra kiffé ce film et j'avais également pleuré pour la fin. Donc vous savez de quoi je parle, hein. J'avais grave pleuré pour la fin. Mais quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, c'est le meilleur film Spider-Man que j'ai vu de toute ma vie, franchement. C'est le meilleur film Spider-Man que j'ai vu de toute ma vie. Et sur ce, on va tout de suite commencer parce que, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire sur ce film-là. Donc, on y va, c'est parti pour la longue liste de points positifs. Parce que je tiens à le préciser que je défends ce film-là. Moi, je défends ce film-là qui est pour moi le meilleur Spider-Man. Mais j'en parlerai dans la conclusion. Donc, on y va, c'est parti pour les points positifs. Alors d'abord, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plu. C'est que tu as beaucoup de séquences d'enquête. Genre, tu vois des séquences où tu vois Peter qui enquête pour découvrir la vérité sur ses parents. On voit qu'il cherche des informations sur Roosevelt. Puis après, il va dans une station de métro. Et là, il découvre que son père avait un labo secret. Et qu'il découvre qu'en fait, le sang d'araignée qui a piqué Peter dans le premier film, c'était qu'en fait, le sang de Richard Parker, en fait. C'était que le sang de son père qui circulait en lui. Et que c'est grâce à son sang qu'il a pu devenir Spider-Man. Eh bien, j'ai trouvé ça très impressionnant. On voit un Peter qui enquête ou quoi que ce soit. J'avais bien aimé le fait que Peter enquêtait aussi dans le premier quand il recherchait le meurtrier d'Oncle Ben. Quelque chose qu'on n'a jamais revu, bien évidemment. Bon, je vais pas revenir sur ce que j'avais dit sur le premier film. Mais bon, voilà, le fait que Peter enquête et tout ça, je trouvais ça beaucoup plus impressionnant. Après, vous allez me dire que quoi, c'est débile et tout ça, et que c'est un peu tiré par les cheveux, ça n'avait pas cherché midi à 14h. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis entièrement pas d'accord avec ça. Pour moi, un Spider-Man qui enquête, c'est beaucoup plus crédible, c'est beaucoup plus sympathique à regarder. C'est comme si Batman n'enquêtait pas. Ça n'avait pas de sens, voilà. Ensuite, on va parler bien évidemment des combats. Il y a des combats que j'ai trouvé épiques, notamment la scène d'introduction, dans la scène du fourgon, quand tu as Alexis Savage et des voyous qui cambriolent un fourgon d'Oscorp
qui transportait du plutonium, si je dis pas de bêtises. Spider-Man arrive pour les arrêter. Et là, cette séquence est juste épique as fuck. Franchement, les séquences de combat et tout ça, c'est juste génial. Bon, vous allez me dire, c'est pas une séquence de combat, c'est juste une séquence de course-poursuite. Mais c'est une séquence qui a quand même de la gueule. Ça a quand même de la gueule, cette séquence-là. Autre séquence qui m'a beaucoup plu, et quand j'ai vu ça au cinéma, j'en ai pris une grosse claque, c'est premier combat avec Electro à Times Square. Et là, des gens vont vraiment me péter la gueule, mais moi, comme je l'ai dit, je défends ce film-là. Ce passage-là à Times Square face à Electro, ça c'est ce passage-là qui m'a fait déjà dire que là c'est le meilleur film Spider-Man de tous les temps. Parce que là, tu as Spider-Man qui déconne mais qui essaie d'aider un peu Electro, Electro qui est un peu perdu, toute la mise en scène et tout à Electro qui est à Times Square qui est très bien filmé, avec des couleurs qui font très comics, parce que en voyant cette séquence-là, j'ai l'impression de lire un comics Spider-Man et je trouvais ça juste génial. Donc pour moi, toute cette séquence-là est nickel. En plus, le jeu d'acteur pour c'est Jamie Foxx, je crois, pour Electro, qui joue très bien. Pour Andrew Garfield, c'est pareil là-dedans. Toute la séquence-là est nickel. Même la séquence de combat qui vient par la suite. Je trouvais ça juste génial. En plus, une séquence que j'avais bien aimée, mais je crois que je vais en parler après. Je vais vérifier mes notes. Ouais, je vais en parler après. De toute façon, il est prévu dans les points positifs. Et puis après, tu as le deuxième combat contre Electro qui se passe à la centrale électrique, où je l'avais trouvé très bien filmé. On voit Spider-Man qui essaie de donner des coups, qui se balance et tout ça pour distraire Electro. Et qu'après, il l'achève de manière assez sympathique, franchement. Et c'est aussi réfléchi, je trouve. C'est aussi réfléchi. Alors, ceux qui me disent qu'au quoi, c'est facilité scénaristique, on n'a pas voulu se faire chier, eh ben, nique ta mère, c'est que t'as rien compris. Voilà. Ensuite, on va parler de personnages. Déjà, Peter Parker, joué par Andrew Garfield, toujours à la perfection. Pour moi, Andrew Garfield, c'est le meilleur Spider-Man. Pour moi, c'est le meilleur Spider-Man que j'ai vu. Entre les trois acteurs, c'est Andrew Garfield, sans hésiter, mon Spider-Man préféré. La preuve que j'ai acheté ce costume-là, c'est pour vous dire quoi Andrew est le meilleur Spider-Man de tous les temps pour moi. Pareil, Gwen Stacy, jouée par Emma Stone, toujours génialissime. On s'attache fort à Gwen. Elle est plus attachante que les MJ qu'on a eu avec les Spider-Man de Sam Raimi et ceux du MCU. Mais pour moi, voilà, Gwen est juste attachante, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. D'ailleurs, je vais en revenir aussi quelque chose avec ces deux-là. C'est les séquences de romance entre Peter et Gwen. C'est attachant et c'est mignon, franchement. Il y a des trucs qui m'ont plu. Par exemple, quand ils se recroisent à Oscorp, après qu'ils auront pu, ils se font se cacher dans un placard. Puis après, ils commencent à s'embrasser, puis après, ils sortent du placard. Ça, j'avais trouvé ça aussi sympathique. Et après, juste avant la séquence de combat à Times Square, quand ils essaient de se réconcilier ou quoi que ce soit, quand ils essaient d'une nouvelle approche, ça aussi, j'avais trouvé adorable. Mais la séquence qui m'a fait le plus trouver adorable, c'est quand tu as Gwen qui voit sur le pont, qui écrit « Je t'aime ». Ça, génial. Après, Peter qui la rattrape et après, ils sont sur le toit. Gwen était sur le point de partir à Roosevelt, donc en Angleterre. Et Peter lui proposait qu'il irait avec elle. Il irait n'importe où, elle ira. Et ça, franchement, j'avais trouvé cette séquence, mais attachante et adorable, bordel. C'est génial, franchement. J'ai vu ça, franchement. J'ai trouvé ça mignon et j'en avais les larmes aux yeux parce que j'ai trouvé que cette romance-là, c'est la meilleure que j'ai vue dans un film Spider-Man. Aussi, autre chose, dans ce film-là. Et là, n'allez pas me dire que c'est faux. Dans ce film-là, l'iconisation du personnage, tu y es. Je vais expliquer. Scène d'introduction où tu vois le logo arrière sur le dos de Spider-Man qui chute comme ça, qu'après il tisse des toiles, il se balade dans la ville, après c'est la séquence du fourgon. Première iconisation. Deuxième iconisation. Tu as une séquence de quelques minutes où tu vois Spider-Man qui sauve des gens. Genre, on voit un enfant qui se fait martyriser par des voyous, qui répare sa maquette d'une éolienne. Puis après, qui sauve une femme qui est sur le point de se faire écraser par un bus, qui arrête un braquage dans une pharmacie ou quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, là-dedans, dans ce film-là, The Amazing Spider-Man 2 iconise Spider-Man. Voilà. On a d'autres choses aussi. Spider-Man qui est hyper drôle, franchement. On a de l'humour qui me plaît énormément. C'est de l'humour à la Spider-Man comme moi j'aime bien. On a quoi d'autre qui me plaît beaucoup sur cette version de Spider-Man? Les systèmes de balancement. Franchement, quand tu vois Spider-Man se balancer, tu te dis mais c'est ça. Ça, c'est un système de balancement. Parce que j'avais l'impression que dans les films de Sam Raimi, c'était fait en CGI ou quoi que ce soit. C'était pas réellement des vraies cascades ou quoi que ce soit. Et ça m'emmerdait un petit peu. Mais bon, voilà quoi. Toutes les séquences de balancement avec Spider-Man, je trouvais ça juste génial. Et en plus, l'humour de Spider-Man, c'est digne des comics. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est digne des comics. Tu lis n'importe quel numéro Spider-Man de nos jours, c'est de l'humour comme ça.
dans ce film-là, l'humour est respecté. Spider-Man doit être comme ça, c'est réussi pour moi. Il y a un autre personnage qu'on va en parler déjà, c'est déjà Electro. Là, je sens qu'il y a certains qui vont me péter la gueule, mais moi, Electro, j'aime bien cette version. Cette version-là, je n'ai pas de problème là-dessus. Et j'explique pourquoi. Son look est très sympathique, malgré que sa transformation n'est pas géniale, je pardonne quand même. Je pardonne grâce au look qu'on voit. Et ceux qui me disent que c'est un look qui ne ressemble pas du tout aux comics, vous vous trompez. C'est un look qui ressemble dans les comics Ultimate Spider-Man. Donc, si vous ne me le croyez pas, regardez sur Google, c'est exactement ça. T'as même une série animée Ultimate Spider-Man où il a un look pareil. Donc, pour moi, c'est un look des comics et c'est respecté pour moi. Il a une voix qui est extrêmement cool. Ça, c'est quelque chose que je trouvais génial parce que j'aurais bien aimé que... Enfin, si ça avait été une voix normale, ça m'aurait pas posé problème. D'ailleurs, dans No Way Home, ça a été repris. Mais là-dedans, sa voix qui est un petit peu modifiée ou quoi que ce soit, façon Batman de Ben Affleck, c'est à peu près pareil. Ah bah, c'est une voix qui correspond bien à Electro. Donc voilà, pour moi, je défends Electro, je défends son look, même si avant, il est pas top, mais bon, je vais en parler après. Et ce qui m'a plu, ce que j'ai trouvé génial avec Electro, c'est son thème. Le thème d'Electro, signé Hans Zimmer, pour le coup, est génial. Genre, quand tu entends le thème d'Electro, c'est quand il est à Times Square, il débranche des câbles et tout ça, il se recharge et tout. T'as les lumières qui se coupent, et après hop, boum, tout explose, et là t'as le thème qui se lance. Ce thème-là, il est épique as fuck. Quand il y avait ce passage-là, je l'ai repassé en boucle pendant au moins 10 fois. Et ça, c'est génial. Le thème d'Electro, c'est une réussite. Même ici, tu peux le retrouver sur YouTube. Je n'arrête pas de l'écouter parce que le thème d'Electro, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc pour moi, Electro là-dedans est réussi pour moi. Je sais qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord, malgré que son design, on peut laisser à désirer pour certaines personnes. Mais moi, je défends Electro. Voilà, je le défends. Ensuite, on va parler de Harry Osborn, joué par Dan Diane, qui est un de mes acteurs que j'aime beaucoup, parce que cet acteur joue tellement bien. Et là, on a un Harry Osborn qui est totalement différent du James Franco qu'on a eu dans la trilogie Sam Raimi. Là, on a un Harry Osborn qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus bizarre ou quoi que ce soit. Mais pour moi, ça me plaît quand même. En plus, la façon dont l'acteur joue, je trouve qu'il le joue très bien. On voit un Harry Osborn qui est en mode colérique et tout ça parce qu'il veut vraiment trouver un remède à sa maladie parce qu'il veut vraiment pas mourir comme son père. D'ailleurs, il le dit à Peter, il le dit, je veux pas finir comme mon père. Et ça, je trouvais ça bien. Et on voit que quoi, Harry veut vraiment vivre et qu'il n'a vraiment mais pas envie qu'il perd la vie. Et ça, je trouvais ça génial. Mais ce que j'ai trouvé encore plus génial, c'est sa transformation qui est assez bien foutue. La transformation quand il se transforme en bouffon vert après qu'il a reçu le sérum d'araignée. Même si on voit pas beaucoup, pour moi, c'est assez bien filmé. En plus, avec le thème d'Antimer derrière, plus les cris de l'acteur quand il crie de douleur ou quoi que ce soit. Et pour moi, ça correspond bien. Ça, c'est quelque chose que je veux voir. Parce que je veux voir la transformation du méchant en mode iconique. Pour moi, c'est assez iconique. Malgré que j'avais bien aimé la transformation du bouffon vert de William Dafoe dans le Spider-Man de Sam Raimi. Mais là-dedans, la transformation pour le bouffon vert de Dan Diane est sympathique quand même. Ensuite, on va parler d'un personnage que franchement, je l'avais pas vu venir quand j'ai vu le film la première fois. C'est que tu vois une femme qui est l'assistante de Harry et qui s'appelle Felicia. Donc, quand tu es connaisseur de l'univers de Spider-Man, tu te dis Felicia Hardy, donc la chatte noire ou Black Cat. Voilà. Et ça, je trouvais ça bien. Parce qu'on s'est dit, peut-être que dans le 3, on aura droit à Black Cat. Et moi, j'aurais voulu voir ça. Mais au final, non, ça n'a pas été le cas. On n'aura pas de 3. Ça m'emmerde. Attention, on va en reparler de ça aussi. Pourquoi ils ont fait que je suis contre ça, alors que pour moi, ils méritent d'avoir un troisième film. Mais bon, j'en parlerai tout à l'heure. Pour moi, voir Felicia là-dedans, c'est juste génial. En plus, on entend un moment qu'elle a espionné une conversation entre Donald Menken et des membres de Scorp pour parler à propos des comment ça s'appelle, des projets spéciaux. Ça, je trouvais ça bien. Au moins, là, elle apporte quelque chose, Felicia. Elle apporte quelque chose, et là, en fait, ça devait nous teaser qu'au quoi on devait avoir Black Cat dans le troisième film. Mais ça n'a pas été le cas, et ça, c'est dommage. Gros point positif, je l'ai marqué en grand, et vous l'avez vu, je me relève pour que vous puissiez le voir. Et oui, le costume, bordel de merde, le costume de The Amazing Spider-Man 2, c'est le plus beau costume Spider-Man que j'ai vu en toute époque, en n'importe version. C'est-à-dire que ce soit en comics, en film, en jeu vidéo, en série, en dessin animé, tout ce que tu veux, le meilleur, c'est celui de The Amazing Spider-Man 2. C'est pour ça que j'ai acheté ce cosplay.
Parce que pour moi, ce costume-là, il est hyper beau, il est magnifique, franchement. Il y a tous les plans où on voit le costume, il rend superbement bien. Ce que j'aime bien, c'est que quoi les couleurs ici sont plus dignes des comics, alors que celui du premier c'était beaucoup plus sombre ou quoi que ce soit et on voyait rien, puisque le film se passait de nuit. Là, ça se passe le jour et la nuit. Ça, c'est un film Spider-Man. Pour moi, c'est correct. Ce que j'aime bien aussi, c'est, je vous remontre, ben voilà, c'est ça, le symbole devant et derrière. Ça, c'est génial, franchement. J'aime bien le symbole. C'est pour ça que des fois, j'ai envie de me faire un tatouage, genre pour mettre le logo là. Mais bon, j'ai pas dit que je ferai un tatouage maintenant, hein, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais bon, bref, voilà, pour moi, le costume, c'est gros point positif du film. Le costume, c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. Et je préfère celui-là que le costume de Amazing Spider-Man 1. Voilà. Donc, ce costume-là, c'est le meilleur. Et ceux qui disent que le costume du Spider-Man de Tom Holland est meilleur que celui-là, bah, t'as rien compris encore une fois, donc dégage, t'as rien compris. Ensuite, il y a une des séquences que j'avais trouvé sympathique, c'est la discussion entre Peter et Tante May quand ils parlent du père de Peter. Pourquoi Peter se dit pourquoi Tante May, je sais que tu me caches quelque chose par rapport à mon père. Et Tante May ne voulait pas le dire. Et c'est après qu'elle dévoile toute la vérité que là, Peter est en mode totalement perdu. En plus, ce que j'aime bien, c'est le jeu d'acteur d'Andrew Garfield. Cette séquence-là est juste géniale. La façon dont il est un peu choqué et tout, où il est déboussolé et tout, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Et ça, je trouvais ça bien. Je trouvais ça bien. Cette séquence-là est géniale. Alors, ceux qui me disent que quoi ça fait pitié ou quoi que ce soit, bah, encore une fois, tu as rien compris, mon poteau. Tu n'as rien compris. Pour moi, là-dedans, il y a beaucoup de choses qui me plaisent là-dedans. Dans cette discussion, Pourquoi Tante May disait quoi c'est toujours elle qui était là pour Peter et Oncle Ben c'était là quand il devait repasser son linge, faire ses devoirs et tout ça. On le voit. En plus, la Tante May, c'est un peu comme une mère à Peter, en fait. C'est comme un parent proche de Peter. Bon, vous allez me dire, c'est de sa famille. Ça, certes, je ne dis pas le contraire. Mais voir Tante May qui s'occupe plus de Peter que son père, ça, je trouvais ça assez intéressant. En plus, on voit le jeu d'acteur de l'actrice qui joue Tante May, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais plus, de toute façon, je l'ai dit dans la vidéo précédente, que ça, c'est une version de Tante May que j'aime bien, en fait. Parce que la Tante May de Sam Raimi, je n'aimais pas trop, qui était un peu creepy, et celle du MCU, on va en reparler quand je vais parler de Homecoming. Mais donc voilà, les discussions entre Tante May et Peter concernant Richard Parker sont touchantes et franchement j'adore. Donc comme je l'ai dit aussi, les couleurs qui font très comics, t'as l'impression de lire un comics de Spider-Man, ça j'aime bien. Une petite séquence que j'avais trouvé sympathique, ça se passe à la fin, c'est quand Gwen tombe, tu as Peter qui se lance et qui tisse sa toile pour la rattraper et on voit que la toile se transforme en une main comme ça, plus la musique douce derrière dans le Zimmer ou quoi que ce soit, c'est des thèmes au piano. Ah, cette scène-là, elle m'a achevé. Cette scène-là, elle m'a achevé comme pas possible. Mon Dieu, en plus, tu le vois, t'as le temps de t'y préparer en fait. Quand tu vois la toile qui arrive vers Gwen, tu as le temps de t'y préparer, quoi tu sais qu'il va se passer quelque chose et que ça va pas, ça va pas se finir sur une victoire. Aussi un point positif aussi, je sais que là, les gens vont m'en vouloir, c'est le bouffon vert. Le look du bouffon vert, comment expliquer? Bon, j'avais reproché au bouffon vert de Willem Dafoe quoi son costume, ça faisait trop un costume Power Rangers où il avait un casque et tout ça et qu'on voyait pas sa tête de Barjo ou quoi que ce soit. Alors que même t'as une séquence où il se parle à lui-même et que tu vois direct qu'il a une tête de Barjo. Et j'aurais voulu que ce soit comme ça en fait. Genre, le bouffon vert, il est comme ça. Tu lis n'importe quel comic Spider-Man, voire une série animée ou quoi que ce soit, tu vois que le bouffon vert a tout le temps une tête bizarre, il ne porte pas de casque. C'est tout le temps une tête de Barjo, de psychopathe ou quoi que ce soit. Et en plus, il doit avoir une tenue assez mauve et vert, parce que c'est les couleurs traditionnelles du bouffon vert, tout comme le Joker. Et bien, pour le look de ce bouffon vert-là, il est pas dégueulasse. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui vont me vouloir, mais le costume, il est pas dégueulasse. Le seul petit problème que je pourrais mettre, en fait, avec celui-là, c'est qu'il fait un petit peu gamin, certes, je l'avoue, il fait un peu gamin. En même temps, Dan Diane, c'est un jeune acteur. Autre chose que je me suis dit aussi, c'est que là-dedans, Mark Webb a fait quelque chose de correct avec ce bouffon vert-là. Certes, il a une armure façon bouffon vert de Sam Raimi, je suis d'accord. Mais par contre, il porte pas de casque. Et tu le vois direct qu'il a une tête de psychopathe, il a une tête de barjot. Et je me dis, mais putain, voilà, le bouffon vert doit être comme ça. Il doit avoir une tête barjot. En plus, je comprends pas pourquoi ils l'ont coiffé là, à part pour représenter la cagoule qu'on voyait dans une série animée et dans les comics. Mais voilà, pour moi là, il a une tête de barjot et le bouffon vert doit être comme ça.
Bon, je suis content qu'après, dans No Way Home, ils ont repris ça. Mais bon, voilà, c'est pas énormément une réussite totale, hein. Certes, il y en a certains qui vont pas être d'accord avec moi pour ce que je dis sur le bouffon vert de The Amazing Spider-Man 2. Mais bon, pour moi, je le défends parce que il a un look quand même assez sympathique. Il y a une tête de Barjo, pas besoin de casque pour nous montrer que c'est le bouffon vert. Et voilà, quoi. Pour moi, je défends ce bouffon vert. Tous les méchants qu'il y a là-dedans, je défends. À part un seul, que j'en parlerai dans les points négatifs, mais j'en reviendrai après. La musique d'Hans Zimmer qui est complètement géniale, franchement. Que ce soit les séquences de combat ou quoi que ce soit, c'est génial. Il y a juste un thème que je n'aime pas dans ce film, c'est le thème de Spider-Man. Qu'on dirait un thème de JT. Genre ça fait... Tu vois, ça fait un truc comme ça. Et moi, je n'aime pas en fait ce thème-là, parce qu'on dirait un thème de JT. Genre, tu mets un thème du genre le JT de 20 heures ou Breaking News ou quoi que ce soit. Avec ce thème-là, ça match. Ça match. Mais c'est pas une musique iconique du personnage. Je préférais largement le thème qu'on avait eu dans le premier film, où c'était Christopher Young. Non, c'était pas Christopher Young, c'était... Oh, je sais plus, bref. Ben, le thème qu'on avait eu dans le premier film, je le trouve beaucoup plus réussi que là-dedans, en fait. Bon, c'est dommage. Tu m'aurais fait un thème beaucoup plus cool avec Spider-Man qui représente le côté jeune et tout, le côté héroïque. Dans ce film-là, ça aurait été nickel. Et là, je me serais dit, Hans Zimmer, t'as fait un sans faute. Bon, là, t'as fait une petite faute avec le thème de Spider-Man. C'est dommage, mais bon, je te pardonne. Et là, je termine sur un autre gros point positif, mais qui a fait chialer le monde entier. C'est la mort de Gwen. La mort de Gwen, franchement, ça m'a fait, et je vous jure, quand je l'ai vu au cinéma, ça m'a fait verser une larme comme pas possible, franchement. J'ai pleuré énormément. Même en ressortant de la salle, je pleurais encore parce que j'avais les images en tête. Je voyais encore la séquence en tête. Tu rajoutes à ça aussi avec la musique derrière que t'entends des petits thèmes au piano. Je crois que t'entends des thèmes, je sais plus, bref. Plus le jeu d'acteur d'Andrew Garfield où il est déboussolé parce qu'il a échoué. Il a perdu l'amour de sa vie. Et ça, franchement, tu pleures aussi. Quand tu vois ça, tu pleures. Parce que tu vas quand même pas me dire que si tu perds ta copine, qu'elle meurt comme ça, tu vas pas chialer. Là, c'est un petit peu bizarre. Tu perds un membre de ta famille comme ça, ou ta copine, et qui meurt. Là, tu pleures. Là, tu pleures, tu te dis c'est de ta faute ou quoi que ce soit. Bon, là, c'est pareil aussi. Parce que là, Peter a perdu Gwen. Et c'est en partie de sa faute. Parce que s'il ne l'avait pas dit, s'il avait gardé ses distances avec elle, peut-être que là, elle serait encore en vie. Eh ben non, il n'a pas fait ça. Mais bon, vous allez me dire, ça fait partie des comics, hein. Dans les comics, c'est pareil. C'est pareil, bon, pour moi, ça me dérange pas. Il y a juste un truc qui me dérange là-dedans, c'est que j'aurais préféré que le combat se passe sur le pont de Brooklyn, parce que dans les comics, le bouffon vert jette Gwen du haut du pont de Brooklyn. Et ben là, ils ont fait sur une tour de l'horloge près de la centrale électrique. Bon, ça me dérange pas, je pardonne. Je pardonne, c'est pas très ça. Et aussi, ce qui m'a fait le plus, franchement, j'ai trouvé ça assez impressionnant, c'est que sa mort, la mort de Gwen a une conséquence. C'est que Peter n'agit plus en Spider-Man, puisqu'on te le dit dans le film, qu'au Spider-Man n'a plus agi depuis 6 mois ou 5 mois, quelque chose comme ça. Et tu vois Peter qui était vraiment déboussolé parce qu'il vient de perdre Gwen. Et ça, c'est vrai on ressent la tristesse de Peter. On ressent pourquoi il a perdu Gwen. Et ça, franchement, c'est gros point positif. C'est la mort du love interest du super-héros qui nous fait pleurer également, puisqu'on s'attachait à cette relation. Et les conséquences de la mort. Pour moi, ça, c'est réussi. Et ça, c'est des gros points positifs. Et maintenant, on va passer aux points négatifs, parce que même si j'aime bien ce film-là, il y a quand même des petits trucs qui me dérangent. Mais vous inquiétez pas, des points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est parti pour les points négatifs. Alors, les points négatifs. Déjà, le truc qui m'emmerde un petit peu, c'est concernant le bouffon vert, comme je l'ai dit. Le truc qui m'emmerde un peu avec lui, c'est que il est donné à... on l'a mis à la fin en mode coup de pied dans le cul, en fait. Pour te dire pourquoi, voilà, on pense à lui, parce que sinon, si on avait vu sa transformation et qu'on ne le voyait pas, ça paraissait débile. Mais là, on le voit, et c'est juste pour les dernières minutes du film. Certes, c'est embêtant. C'est embêtant. Je m'attendais à un combat épique, façon comme on a eu dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Je m'attendais à un combat comme ça, mais au final, ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est dommage. Je voulais le bouffon vert, on le voyait beaucoup plus longtemps, mais au final, non, il n'a duré que, je pense, 10-20 minutes à l'écran. Et ça, c'est dommage. Gros point négatif dans ce film-là, le Rhino. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Le Rhino, t'aurais pu faire quelque chose de bien. Parce que pour moi, je le dis, il est complètement raté. Et le pire, c'est que lui aussi, on te le met à coup de pied dans le cul, on te le met les 5 dernières minutes du film.
Et franchement, je n'aime pas. Cette version du Rhino, elle est dégueulasse, franchement. Là, ça, je suis d'accord avec des gens qui disent qu'au le Rhino là-dedans est raté. Je suis d'accord. Le Rhino est raté, en plus son armure et tout ça, ça aussi c'est raté. Dans les comics, le Rhino, il a un costume de rhinocéros et il fonce avec sa corne ou quoi que ce soit. Alors que là, c'est pas le cas, c'est juste un gars en armure qui tire des mitraillettes comme ça et c'est tout quoi. Le Rhino, normalement, il fonce, il défonce des trucs avec sa corne ou quoi que ce soit, il a une énorme force, il y a que Spider-Man qui arrive à le battre. Et ça, c'est emmerdant. C'est emmerdant. Bon, je suis bien content le fait que Spider-Man revient, certes, je dis pas le contraire. Mais voilà, pour moi, c'est décevant. C'est décevant qu'on met le Rhino les 5 dernières minutes du film. Je m'attendais à ce qu'on allait avoir un combat épique juste avant le rideau de fin, et au final, non. Et ça, c'est une grosse déception. Donc le Rhino, c'est un gros point négatif du film pour moi. Deux autres gros points négatifs aussi, et là, je me tourne le dos, enfin, je me tourne vers Sony et les fans, ainsi que tous ceux qui ont emmerdé ce film-là. Sur YouTube, tu peux retrouver des scènes coupées du film qui ont été tournées, mais qui n'ont pas été laissées dans le montage final. Même tu peux le retrouver dans le film, dans les bonus, si je dis pas de bêtises. Il y en a une qui m'a marqué, c'est quand tu as Peter qui est au cimetière, il neige, il est sur la tombe de Gwen, et il se retourne, et là tu vois que son père est réellement vivant, et tu vois Peter qui n'y croit pas, qui dit qu'au son père est mort ou quoi que ce soit, et qu'après il se met à pleurer, et qu'après il lui fait un câlin ou quoi que ce soit, toute la séquence là qui suit, et après son père lui dit la phrase qu'Oncle Ben lui a dit, c'est-à-dire un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Là, je pousse un coup de gueule, je me dis, pourquoi vous n'avez pas laissé cette séquence là dans le film? Pourquoi vous n'avez pas laissé cette séquence là? Ça, c'est dommage quoi. Avec ça, tu aurais pu donner encore plus de drame au personnage, tu aurais pu donner encore plus de drame au héros. Et au final, non, Sony ont fait les connards, ils ont décidé de balayer tout ça. C'est emmerdant, quoi. Il y avait beaucoup de scènes coupées qui auraient pu apporter plus de cohérence à l'histoire et ça aurait donné un film 20 fois mieux. Et au final, non, ça n'a pas été le cas. Mais bon, je dis pas que le film est mauvais, je l'ai dit, j'adore ce film, j'adore ce film. Mais c'est les scènes coupées qui m'ont fait chier. Quand j'ai vu ça sur YouTube, je me suis dit, oh, mais putain, vous êtes sérieux? Pourquoi vous avez pas gardé ça? Et voilà, quoi. Autre chose, et là, je vais en revenir sur ce que j'avais dit. À la fin de la séquence, tu vois un gars, donc un gars en chapeau, qui va voir Harry à Ravencroft pour lui dire que c'est prêt, on a tout ce qu'il faut dans les sous-sols d'Oscorp. Et tu vois des membres, enfin tu vois des gadgets qui teasent les Sinister Six. Genre tu vois des ailes du vautour, tu vois les bras d'Octopus, je pense que tu vois une queue de scorpion pour le scorpion, tu vois une substance noire qui bouge, ça on dirait Venom. Donc voilà, le troisième film, ça devait être nous teaser les Sinister Six. Donc le Spider-Man d'Andrew Garfield devait affronter les Sinister Six si on avait eu un troisième film. Et pour moi, j'aurais été d'accord. J'aurais été d'accord de voir un troisième film Spider-Man où on le voit affronter les Sinister Six. Mais au final, non, ça n'a pas été le cas. Non, ça a été retiré juste parce que les gens ont détesté ce film-là en disant que Andrew Garfield c'est le plus mauvais Spider-Man. Voilà. Voilà ce que j'en fais aux fans et à Sony. Vous êtes des enfoirés. Vous êtes des enfoirés. Pour moi, ce film-là représente plus Spider-Man et mérite d'être au niveau des Spider-Man de Sam Raimi, pour moi. Parce que pour moi, il est au même niveau que le 1 et le 2. Parce que là-dedans, tu as beaucoup de choses qui me plaisent. Tu aurais pu faire un troisième film parfait et ce n'a pas été le cas, tu ne l'as pas fait. Bon, après, ici, ils prévoient de faire un troisième film. Et j'espère qu'ils vont faire un Amazing Spider-Man 3 parce que moi, je l'attends. Ça fait depuis que le 2 est sorti que j'attends un troisième film avec le Spider-Man d'Andrew Garfield. Et pour l'instant, on n'a toujours rien et j'espère qu'on aura des informations, des teasers et tout ça sur Internet. En tout cas, je scrute les nouvelles tous les jours. Mais bon, bref. Donc, conclusion. Donc, comme je l'ai dit, The Amazing Spider-Man 2, c'est le meilleur film Spider-Man pour moi. C'est mon film Spider-Man préféré, je n'arrête pas de le dire. Andrew Garfield est aussi le meilleur Spider-Man pour moi. Là-dedans, dans ce film-là, tu as beaucoup de choses qui me plaisent. Tu as iconisation du personnage, romance avec Peter et Gwen qui est la plus attachante dans les films de super-héros pour moi. Les séquences de combat qui sont épiques, la musique qui accompagne bien les personnages, même si le thème de Spider-Man n'est pas terrible, mais bon, on peut l'oublier. Des méchants qui sont pour moi réussis. Parce que ceux qui disent ils sont ratés ou quoi que ce soit, bah, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as pas lu les bons comics de Spider-Man, donc ferme ta gueule. Pour moi, dans ce film-là, tout est bon, tout est correct. Il n'y a rien de gâchis. Si, à part ils n'ont pas rajouté les scènes
les scènes coupées dans le montage final. Ils n'ont pas rajouté ça aurait donné un film 20 fois mieux. On aurait pu avoir un troisième film si les fans ainsi que Sony n'avaient pas comment dire, défoncé le film. On aurait pu avoir un troisième film. Et moi, je le dis, je veux un Amazing Spider-Man 3. Moi, je défends le Amazing Spider-Man verse. Pour moi, je défends cette version de Spider-Man, qui est pour moi la meilleure. Il y a plein de choses qui me plaisent. Contrairement dans les Spider-Man de Tom Holland, où je vais en parler, bien évidemment, je vais en parler quand ce sera au tour de ces films-là d'être traités. De toute façon, on n'est pas encore là, j'ai encore des films à parler avant de parler de celui-là. Et donc voilà. Pour moi, Amazing Spider-Man 2, meilleur film Spider-Man. Je vous le conseille. Si vous n'avez pas encore vu, foncez le voir. C'est le meilleur. Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont géniales là-dedans. Enfin bref, je vais achever là parce que ça fait déjà 31 minutes. Donc, la note que je vais mettre à ce film-là, 17,5 sur 20. Voilà. Voilà. C'est dit. Voilà. Je n'ai rien à dire là-dessus. Pourquoi cette note-là? Ben, revois tous les points positifs que j'ai dit, ainsi que les points négatifs. Parce que, certes, je vais pas le mettre 20, parce que c'est pas le meilleur film de super-héros, faut pas exagérer. Un 20 sur 20, ça n'existe pas. Je vais pas mettre 19, parce que c'est pas le même niveau que Dark Knight de Nolan. Ça, voilà. Mais pour moi, c'est le même niveau que... Je crois que c'était Batman Begins ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi meilleur que le premier The Amazing Spider-Man. Pourtant, j'aime les deux films, hein, mais c'est le 2 que je préfère le plus. Et donc, voilà. Donc, votre sympathique voisin Jérémia vient de finir cette critique sur The Amazing Spider-Man 2. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu qui fait plaisir et également un abonnement si ça n'a pas été le cas. Et on se retrouvera pour la prochaine critique geek où ce sera sur Deadpool. Oui, Deadpool, le premier Deadpool. Et donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le big smile, évidemment, qui fait plaisir. Et surtout, profitez de la vie, car elle est importante. Et qu'il ne faut surtout pas la gâcher. Allez, à plus tout le monde. C'était une vidéo pour votre sympathique araignée Spider-Man du quartier. Allez, à plus tout le monde. Salut!